Bonsoir, Nadège Agulo. C'est véritablement un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Ça fait très longtemps qu'on vous attendait dans cette émission, très longtemps. Tout simplement parce que votre slogan le dit, vous voulez tout simplement abolir les frontières. C'est aussi l'initiative de ces rencontres. Là aussi, nous voulons défricher les horizons littéraires, ouvrir nos horizons. Et vous êtes évidemment une éditrice qui s'inscrit totalement dans cette ligne-là. Alors merci déjà d'avoir accepté cette invitation. On va commencer par vous présenter. Vous avez un parcours plutôt éloquent, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais comment s'est formée cette envie d'être éditrice à votre compte? On sait que vous avez été éditrice chez Mirobol dès 2011, qui s'est arrêtée malheureusement, parce que j'aimais énormément aussi cette maison, mais qui s'est retraduite derrière par Agulo, les éditions Agulo. Comment s'est traduit cette volonté déjà de devenir éditrice? Alors, déjà, bonjour à tous. C'est vraiment super, surtout que je reconnais des noms sur lesquels je ne mettais pas de visage et maintenant je peux le faire. Donc ça, c'est vraiment merci d'être là. Parce qu'effectivement, on vous lit souvent sur des lectures de titres de notre catalogue, mais c'est vraiment super de voir des visages, quoi. Donc, merci beaucoup. Oui, donc éditrice. Alors, moi, je pense que personne se dit, quand on est petit, on ne se dit pas, quand je serai grand, je serai éditeur. Je pense que c'est souvent des rencontres de la vie, des chemins qui sont pris, etc., qui nous mènent à être éditeur. D'ailleurs, on voit que dans le secteur de l'édition, il y a des éditeurs qui arrivent de partout, qui n'ont pas forcément fait des études de lettres, etc. Si vous regardez Gallmeister, par exemple, lui, il a fait des études il était directeur financier. Enfin, voilà. Moi, j'ai fait des études de droit que j'ai spécialisées en propriété intellectuelle et en fait, je me destinais pas vraiment à devenir éditrice. Et après, voilà, moi, je viens de Bordeaux. Et donc en fait, c'est vrai que j'ai quand même spécialisé mes études de droit dans la propriété intellectuelle. Et pour pouvoir faire des stages dans les domaines culturels, mais à Bordeaux, il y avait des maisons d'édition. Donc, c'est plus ou moins le fait que je vive, entre guillemets, dans une plus petite ville qui m'a fait prendre le chemin de l'édition. Donc, j'ai commencé par faire des stages dans les maisons d'édition bordelaises. Et puis, je suis montée à Paris, comme on dit. Et là, du coup, je suis passée par Grasset et Stock, qui étaient des vraies maisons d'édition, là, pour le coup, littéraires. Et justement, je pense que j'ai eu la chance d'être prise en stage dans ces maisons parce qu'en fait, ils ne recevaient jamais de candidature de personnes qui avaient fait du droit, par exemple. Ils recevaient des candidatures d'étudiants qui faisaient des lettres, etc., et qu'ils embauchaient l'été pour lire la pile de manuscrits qu'ils avaient. Et alors que moi, en fait, chez Grasset, ils m'ont prise parce que ils avaient besoin de quelqu'un pour bosser qui devait bosser sur les contrats. Et je pense qu'ils avaient en fait très peu de demandes hors lettres, etc. Et c'est comme ça en fait que cette ambition de travailler dans l'édition a commencé. Et puis ensuite, je suis partie 10 ans en Angleterre où j'étais responsable de session de droit. Donc, je vendais les droits étrangers à des pays étrangers. J'étais en charge, en fait, comme j'y suis restée 10 ans, en fait, j'ai commencé, quand je suis arrivée en Angleterre, mon anglais était vraiment très nul. Donc, j'ai recommencé en tant qu'assistante. Assistante. Et donc, comme j'étais française et que mon anglais était nul, en fait, le service qui a bien voulu de moi, c'était le service des droits étrangers, parce que les Anglais étant aussi eux-mêmes très nuls en langue étrangère, c'était un atout d'être française et de maîtriser le français pour travailler dans un département de droit étranger en Angleterre. Et d'ailleurs, si vous regardez en Angleterre, bon, alors maintenant avec le Brexit, on verra, il y avait beaucoup de Français justement dans dans les services de droit étranger en Angleterre qui vendent les droits. Donc voilà, donc j'ai commencé dans cette entreprise. Et puis, j'y suis restée 10 ans, donc qui s'appelait Carlton Books et qui vendait en fait aussi pas mal de livres illustrés. Et en fait, donc on avait un budget selon les pays dont on avait en charge. Et en fait, quand on commence à ce poste, généralement, on a les territoires tels que l'Europe de l'Est, la Scandinavie,
Et puis, plus on a de l'expérience, plus on est en charge des territoires qui, entre guillemets, rapportent de l'argent, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, et donc les plus gros marchés en Europe, en tout cas, étant la France et l'Allemagne, pour un vendeur de droit anglais. Donc, en fait, voilà, j'ai commencé par ces petites zones géographiques et que j'ai en fait adoré. J'ai adoré visiter ces territoires. Bon, on y reviendra probablement après, parce que là, en fait, vous m'avez dit comment on devient éditrice, et moi, j'ai commencé genre, je suis née tel jour, mais bon, c'est pas grave. Donc, en fait, ensuite, je suis rentrée à Paris, j'ai travaillé 3 ans chez Michel Lafon, et au bout de 3 ans, en fait, j'avais envie de rentrer chez moi, qui est donc Bordeaux, puisque nous, on est une maison d'édition bordelaise. Et donc, j'étais dans un secteur d'activité qui était donc la vente de droits. Et trouver un travail à Bordeaux dans ce domaine-là, vu que les maisons d'édition sont elles-mêmes plutôt, même si elles sont dynamiques, les maisons d'édition bordelaises, Finitude, Toussaint Louverture, etc., vous les connaissez, jamais j'aurais trouvé un travail dans ce secteur-là. Et du coup, c'est là où je me suis dit que c'était intéressant de mettre peut-être en application cette expérience étrangère que j'avais eue pendant 10 ans, ces voyages fréquents que j'avais faits en Europe. Finalement, moi, j'ai été éduquée professionnellement à l'anglaise, donc j'avais vraiment des schémas un peu pas du tout français. D'ailleurs, je connaissais personne dans l'édition française, tout ça. Et puis, par exemple, au niveau du design, du graphisme, les Anglais, alors moi, je vous parle c'était il y a presque 20 ans, les Anglais, ils étaient beaucoup plus libérés en termes de graphisme, de typographie, etc., que les éditeurs français. Non, je suis en train de lire les commentaires en même temps. Ah non, il faut surtout pas, vous allez vous Non, déconcentrer. oui, du coup, oui, je vois que oui. Et du coup, et voilà, du coup, l'idée, c'était vraiment d'essayer de monter une maison d'édition. Donc, on s'est dit ça avec une collègue avec qui j'ai travaillé chez Michel Lafon, qui, elle, avait la compétence éditoriale, le travail des textes. Moi, je savais chercher ces textes. J'avais beaucoup de contacts à l'étranger et j'avais cet esprit un peu international, entre guillemets. Et l'idée, vraiment, quand on a commencé à penser Mirobol, c'était de se positionner en dehors de ce que les éditeurs français faisaient déjà et faisaient très bien. Donc, l'idée, c'était vraiment autour de 3 points qui étaient donc les territoires, la littérature de genre et l'identité graphique. Et en fait, j'ai passé 2 ans à préparer ce projet. Ma collègue était venue me rejoindre entre-temps. Et en fait, quand on s'est lancé, on a eu du succès assez rapidement, en fait. De par l'identité visuelle, de par les territoires qu'on allait explorer et de par cette littérature de genre, notamment le polar et l'imaginaire. Et du coup, ça nous a pris un peu de cours parce qu'on ne pensait pas que ça allait marcher si vite, quoi. Et voilà, après, en fait, cette expérience-là a duré à peu près, on a dû se séparer en début 2015. Et cette année de séparation, j'ai recréé Agulo avec d'autres personnes qui aussi amenaient des compétences que moi, je n'avais pas forcément et qu'eux étaient spécialistes dans leur domaine. Donc, on a commencé à 4 chez Agulo Édition. J'ai donc un associé qui s'appelle Sébastien Vespizer, qui lui est un ancien libraire et qui officie en tant que directeur commercial et relations libraires. Il peut aussi apporter des textes. En fait, dans la maison, tout le monde peut apporter des textes. Si on rencontre un auteur ou si on lit un auteur qui nous semble intéressant, tout le monde est à même de faire des suggestions éditoriales. Donc voilà, Sébastien. Et puis Estelle Flory, que j'avais aussi rencontrée chez Michel Lafon et qui, elle, était éditrice. Donc c'est elle plutôt qui s'occupe du travail du texte, ce travail de longue haleine avec le traducteur ou l'auteur. Voilà. Et donc Shana Big, qui était donc notre graphiste et qui avait aussi, qui est pour le coup un ami à moi que j'avais rencontré en Angleterre et qui en fait ce qu'on appelle un brand architect. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, un brand architect.
Un C'est concepteur de un, marque, graphique, ouais, graphique en pour les fait, marques. son boulot, c'est de faire le visuel pour une marque. Alors que ce soit tout ce qui se raccroche à une marque. Le logo, le site internet. Et donc, pour nous, ça a été aussi l'identité visuelle de nos couvertures, etc. Et qu'il avait fait aussi pour Mirobol, du coup. Donc, on a décidé de continuer à travailler avec lui. Et donc, voilà, on a eu cette première identité visuelle qui a été notre identité visuelle pendant 5 ans quand même, puisqu'on a changé ce début d'année pour quelque chose de complètement différent et qui nous a en fait, c'est vrai, aussi aidé à être remarqué. L'idée étant d'être remarqué, de se démarquer en librairie et de savoir, le lecteur qui commence à connaître un peu nos livres, savait que ce livre était de Agulot sans avoir besoin d'aller voir le nom d'éditeur sur la couverture. C'était aussi essayer de créer un climat de confiance avec nos lecteurs, voilà, de créer un attachement un peu émotionnel, entre guillemets. Alors justement, vu qu'on parle de la charte graphique, on va le faire maintenant. Je vais vous poser cette question-là maintenant. Pourquoi donc justement avoir changé cette charte graphique que j'aimais particulièrement? En effet, vous avez raison. On voyait ces couvertures, on savait exactement qui vous étiez, comment vous identifier. Et je ne pensais pas d'ailleurs, en préparant la rencontre, que vous n'existiez que depuis 2015. À mon sens, Agulot existe depuis très longtemps. Et pour le coup, dans mon imaginaire, vos couvertures sont tellement marquantes que c'est véritablement surprenant. Pourquoi avoir justement aujourd'hui changé d'angle graphique, en tout cas rester un petit peu plus dans la norme pour le coup, avec des photographies par exemple sur les couvertures? Alors, en fait, donc, on a publié nos premiers livres en 2016, mai 2016, en fait, juste nos 5 ans là. Donc, on a décidé de changer parce qu'en fait, cette identité visuelle, en plus, elle a évolué au cours des 5 ans. Parce qu'au départ, par exemple, ce que vous avez derrière vous, en fond, en gros, Il y avait le déjà, il y avait des bandeau. bandeaux. Voilà, il y avait des bandeaux. Ça, c'était le côté novateur. C'était de l'innovation proposée par notre graphiste qui faisait du bandeau une partie du livre, qui faisait vraiment partie du livre. Et c'est vrai qu'on enlevait le bandeau, il n'y avait plus le titre des livres sur la couverture. Donc, c'était vraiment le bandeau qui officiait en tant que titre de livre. Et il y avait aussi des infos un peu qui venaient en complément du livre, du sujet. Ça pouvait être des recettes de cuisine, une liste de vins, des poèmes, etc. Il y avait aussi un petit marque-page qu'on pouvait découper, etc. Mais nous, en fait, on est diffusé par un gros diffuseur-distributeur et eux qui n'avaient jamais vu ça, ça les a complètement déstabilisés. C'est-à-dire que pour eux, parce que beaucoup d'éditeurs publient des livres avec des bandeaux, mais ces gens, des bandeaux, le magazine Elle a aimé, c'est des bandeaux tout fins, tout petits, que les libraires détestent. Et généralement, ce qu'ils font, ils les jettent à la poubelle, ces bandeaux, les libraires. Et quand le livre est retourné, puisque bon, ça, j'imagine, alors je ne sais pas si vous connaissez un peu le système de l'édition et de la librairie surtout, les libraires ont le droit de retourner les livres qu'ils ne vendent pas. Qui sont ensuite réentrés en stock par le diffuseur, mais le diffuseur fait quand même un travail de tri. Donc, il va en envoyer certains au pilon et certains vont être remis en stock. Et nous, en fait, tous nos livres qui étaient retournés par le libraire, ils allaient directement au pilon ou alors ils enlevaient le bandeau. Donc, ça veut dire que l'objet n'était plus complet et c'était ultra compliqué au niveau logistique de gérer ça, parce qu'après, ils étaient retournés, s'il y avait des nouvelles commandes de libraires, les libraires les recevaient sans bandeau, et du coup, les libraires se plaignaient, et nous, on n'avait pas de bandeau supplémentaire au bureau, donc c'était assez compliqué. Et en plus, comme on était sur un objet qui était fait, par exemple, la couverture était à base de papier de création, ce papier est en fait cher, et les impressions les impressions de nos livres, en fait, nous coûtaient assez cher. Et du coup, ça voulait dire que si on voulait réimprimer, c'était ultra compliqué parce que le livre, pour le coup, sur des petites quantités, ça coûtait encore plus cher. Donc, on devait faire un système d'impression de couverture en plus. Enfin bon, voilà, c'était hyper compliqué en termes de logistique. Et puis, je dois dire aussi que le procédé utilisé, donc qui s'appelle du photogramme.
Donc, le photogramme, je vais vous expliquer un peu ce que c'est rapidement. C'est un procédé photographique développé par Man Ray dans les années 20, où vous prenez du papier photo noir, vous mettez un objet, vous posez un objet dessus, vous mettez en chambre noire. Donc, nous, on le faisait là, dans la salle de bain. Vous posez votre objet et ensuite, avec une lampe torche, vous éclairez une demi-seconde et ça vous donne une impression d'objet qu'après, vous développez en bac dans le noir. Donc, c'était des photos, mais les objets qui marchaient pour ce genre de procédé, il fallait qu'ils soient assez spécifiques. Ou alors, il fallait qu'ils soient transparents ou alors vraiment avec un super contour pour qu'on puisse comprendre ce que c'était. Et il y avait un côté un peu abstrait dans nos couvertures qui devenait de plus en plus compliqué pour les lecteurs. Et en fait, si vous voulez, on n'a jamais eu 100% d'adhésion sur cette identité visuelle. On entendait souvent ceux qui disaient qu'ils n'aimaient pas. Nos représ aussi nous ont aussi bien dit qu'il serait bien, à un moment donné, changer d'identité visuelle pour éventuellement devenir moins élitiste. Et ça a été aussi cette idée-là de changer d'identité visuelle, c'était aussi pour essayer de toucher un nouveau public. Mais effectivement, maintenant, on n'entend plus ceux qui aimaient avant. C'est très français, c'est le côté Ouais. nostalgie. Oui, c'est Ouais. le côté nostalgie, mais c'est vrai qu'il y avait ce rapport à la collection aussi avec l'ancienne charte graphique. Il y avait ce côté objet de collection peut-être un petit peu plus fort. Ouais. Et je dois dire aussi, c'est une chose que j'ai pas. En fait, au bout de 5 ans, on se rendait compte que les objets, on tournait un peu en rond. En fait, on avait de plus en plus de mal à trouver des objets qui pouvaient avoir qui pouvaient porter une émotion, quoi, en fait. Et c'est vrai que les dernières où genre on nous avait suggéré une brique sur une couverture et tout, on était là, mais ça, on peut plus parce on se sentait trop oppressée en fait. Elle commençait à nous oppresser cette identité visuelle parce qu'on n'avait pas l'impression de pouvoir exprimer complètement ce que le livre était avec juste, si vous voulez, un photogramme, quoi. Je reviens juste sur votre passage à Londres. C'est là où vous avez découvert l'Europe de l'Est. Pour le coup, pourquoi cet angle éditorial poussé? Alors évidemment, vous ne publiez pas que des auteurs d'Europe de l'Est, mais beaucoup. Justement, pourquoi avoir choisi cette orientation-là? Alors, j'aurais aussi adoré publier du polar scandinave, mais c'était déjà fait. Donc, c'était, encore une fois, étant jeune et, entre guillemets, jeune et de petite taille, d'éditeur de petite taille, le but, c'est pas de faire ce que les autres font, c'est essayer de se démarquer et d'aller chercher ailleurs. Moi, j'adore, j'ai toujours aimé explorer, défricher, trouver des pépites de territoires inconnus. Et puis, il y a aussi cette idée de se dire on est voisins et on ne se connaît pas du tout, quoi. Et donc, quand à Londres, j'ai fait tous ces voyages en Europe de l'Est, en fait, je n'avais pas du tout envie d'y aller, en Pologne, en Hongrie, en Russie. J'avais peur. Je me disais, c'est gris, c'est post-communiste, ça va être… voilà, ça ne me branchait pas du tout, alors que mes collègues étaient en charge de l'Espagne et tout. Enfin, bon, bref. Et en fait, donc j'y suis allée à reculons, mais j'ai adoré découvrir ces pays. J'ai adoré découvrir ces pays et comprendre l'histoire. L'histoire souvent tragique en plus de ces territoires, hein, quand on regarde la Pologne notamment, ou par exemple les États baltes. Enfin, c'est vraiment… voilà, c'est des histoires tragiques mais fascinantes et de discuter aussi avec les éditeurs qui nous racontent des anecdotes de leur pays, leur rapport avec les Russes, tout ça, ce que les Russes leur ont donné, etc. Par exemple, en Pologne, je me souviens d'un éditeur qui m'avait montré le palais de la culture que les Russes offraient à tous les pays du bloc communiste, hein, le palais de la science et de la culture. Ça ressemble à un genre de gâteau d'anniversaire, c'est tous les mêmes dans toutes les capitales européennes, là. Et en fait, donc ça c'était à Varsovie, l'éditeur me disait, nous on ne souhaite, l'idée c'est de construire le maximum de gratte-ciel autour pour le cacher, ce truc. Ils détestent. Et bon voilà, c'est des petites anecdotes comme ça qui m'ont… Et puis j'ai trouvé que les peuples étaient très chaleureux.
les Russes sont un peu foufous, ils sont super sympas, ils adorent faire la fête. Donc voilà, j'ai adoré découvrir ces pays-là et les peuples, leur histoire et cette littérature contemporaine qu'on connaît pas vraiment en France, quoi, notamment en genre. Le genre, bon, peut-être un peu plus l'imaginaire russe, il y en a eu, il y en a encore, mais contemporain peut-être moins connu. Le polar, par exemple, en Pologne, qui est un vrai genre littéraire, hein, c'est devenu un gros genre littéraire en Pologne. On n'en connaît qu'un tout petit bout. Il y a énormément d'auteurs de polar polonais non publiés en France et de très bonne qualité. Ça commence un peu, l'Arrivage vient d'en sortir un, on avait sorti un chez Mirobol, on en a sorti un là chez Agulot. Il y a Gallimard aussi qui avait sorti la trilogie de Breslau, voilà, mais qui était plutôt polar historique. Donc voilà, c'était vraiment un super terrain de jeu, comme un enfant dans un magasin de bonbons, quoi. Et en plus, je dois dire que peut-être que la concurrence des autres éditeurs français était moins présente. Ce qui est bien pour un jeune éditeur qui n'a pas forcément les moyens aussi de rentrer dans des enchères sur des auteurs américains défendus par des gros agents américains qui ne lisent même pas vos emails si votre offre elle ne fait pas, elle n'a pas 5 chiffres derrière, quoi. Donc ça, c'était voilà, c'était vraiment aussi ça, cette appétence d'aller voir ces territoires-là en sachant qu'on est européen mais qu'on ne se connaît pas et qu'il y avait vraiment des choses magnifiques à découvrir. Et puis même aussi, après ça, c'est des choses que… mais c'est aussi plus facile de faire voyager les auteurs de Pologne que de New York, quoi. C'est 2 heures d'avion. Surtout en ce moment. Surtout en ce Euh, moment, ouais. Là aussi, sur votre slogan, sur l'abolition des frontières, c'est vrai qu'à chaque fois, ce slogan-là revient sur tout ce qu'on peut aborder, et notamment sur le genre de vos ouvrages, puisque vous avez 3 collections. Agulot Noir, qui se consacre évidemment au noir, Agulot Fiction, pour le côté romanesque, mais en même temps, qui est extrêmement noir la plupart du temps, et Agulot Court, où là, pour le coup, il y a quand même un petit peu de noir, même beaucoup de noir parfois, mais 3 genres différents. Et en même temps, dans chaque ouvrage, on a l'impression qu'on peut passer de différents genres, que ce soit de l'imaginaire au social ou au politique, dans le même ouvrage. Est-ce que là aussi, j'ai l'impression que vous abolissez les frontières dans les genres littéraires? Est-ce qu'en France, on est un petit peu trop à cheval sur ces classifications? En fait, je pense qu'il y a plein de livres qui mélangent les genres, pas que chez nous, hein. Et après, c'est vrai que ce mélange des genres, ça peut aussi créer des difficultés, en fait, pour savoir, par exemple, où placer le livre en librairie. Quel rayon? Où est-ce qu'il va trouver son public? Est-ce que ce roman noir, mais nous, on vend en fiction, est-ce qu'il va trouver son public en fiction? Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas le mettre en noir? D'ailleurs, on a des titres qui ont été des auteurs qui ont été repris, par exemple Joe Meno, qui a fait Le blues de la harpie, Prodige et miracle, La crête des damnés, qui est repris, donc on publie en fiction, mais qui est repris en poche, au livre de poche policier, quoi. Donc ça, c'est vraiment la limite de se dire qu'est-ce qu'est ce livre, quoi? C'est du polar, c'est de la fiction. Enfin, à la base, tout est fiction. Tout est fiction. Après, voilà, c'est… et du coup, par exemple, on s'était dit, nos livres d'imaginaire, on les a mis sous la classification agulo-fiction. On n'a pas créé agulo-imaginaire, par exemple. Et on s'est dit, on va positionner ces livres en librairie dans le rayon de littérature générale et non pas en SF, en science-fiction, parce qu'on s'est dit, autant le lecteur de SF, il pourra aller chercher son bonheur en litté générale, autant l'inverse se produira jamais. Mais en même temps, je ne sais pas si c'était une bonne idée. Par exemple, on a publié l'autrice russe Anna Starobinets, qui fait des livres fabuleux, qui est maintenant vraiment identifiée en France dans le domaine de l'imaginaire. Elle a reçu le prix Utopial et le prix des Imaginales. C'est donc 2 des plus gros prix de SF. Là, on a décidé de la mettre en litté générale avec Refuge 3-9, qui est un roman complexe d'horreur et de fantastique
Et je ne sais pas du coup si le libraire de l'IT Général, il a compris grand-chose à ce titre d'imaginaire russe. Et là, pour le coup, je ne sais pas si ce n'était pas finalement contre-productif de se dire ça et que peut-être il aurait trouvé plus de public si on l'avait finalement positionné en SF, quoi. Jean-Marc? Oui, bonsoir, bonsoir Nadège, et puis Bonsoir. bonsoir Yann aussi qui nous a rejoint, et puis un petit coucou à Eléa aussi que je vois cachée, mais qui est là également. Je suis super ravi de participer à cette rencontre pour plein de raisons. D'abord, je vous ai loupé jeudi soir à Paris. Je suis arrivé, le rideau de la librairie se baissait malheureusement, et j'aurais été ravi de vous rencontrer tous, mais ça sera partie remise. Je ne suis pas allé jusqu'au café d'à côté, j'aurais dû, mais une prochaine fois, je Il a serai plu plus. toute la soirée. Hein. J'ai vu On ça. était complètement trempés, hein. Mais bon. Mais voilà, moi, Agulo, c'est une vieille et belle histoire. Et Merci. Hein. j'aurais je ne sais combien de questions à vous poser, mais celle qui me vient tout de suite en tête, c'est que vous aviez quand même, et vous l'avez redit, un angle assez assumé sur l'ouverture vers l'Europe. Et assez souvent, vous avez fait des communications fortement ancrées sur l'entité européenne d'un point de vue littéraire. Et puis, il y a Joe Menno qui arrive justement ici. Alors, c'est quoi? C'est l'exception qui confirme la règle? C'est un essai, une aérodie, ou c'est la volonté quand même de ne pas être aussi strict et puis de prendre les bons coups quand ils passent? Alors, en fait, Joe Menno, c'était avant, en fait. Parce que, en fait, c'est vrai qu'au départ, on a publié un peu de tout hein, dans notre catalogue. On avait des Américains et c'est vrai, pas mal d'Européens. Oui. Mais là, depuis 2 ans, on s'est rendu compte que chez nous, la littérature américaine, bien que nos auteurs, on avait 2 auteurs qui étaient fabuleux, trouvait pas son public, quoi. Et après, j'avais des journalistes qui me disaient mais comment ça se fait que cet auteur il n'est pas chez Gallmeister? Et s'il avait été publié chez Terre d'Amérique, vous en auriez vendu ouf. Donc voilà. Donc après, en fait, on a été un peu rattrapé par notre catalogue, qui fait que en fait tout le monde nous a identifiés assez rapidement avec de la littérature européenne. Alors peut-être parce que cette littérature européenne, elle était plus exotique et plus originale, entre guillemets, qu'un auteur américain, parce qu'effectivement, le problème, c'est que le marché français est quand même en majorité, je ne vais pas dire noyé, mais bon, la majorité de la littérature étrangère, c'est de la littérature américaine, de langue anglaise en tout cas. Et que nous, peut-être qu'on n'a pas réussi à faire la différence avec les auteurs de langue anglaise qu'on a publiés. Et c'est vrai que là, en fait, on est en train de se dire que probablement, pour le moment, on va arrêter de publier des Américains, quoi. Et donc, ça même, c'est sûr, puisque maintenant, on est en train de se redéfinir, en fait, sur la base de l'esprit qu'on a toujours eu dans notre catalogue, c'est cette littérature européenne. Et la possibilité d'aller, une connaissance, on sait aller chercher sur des territoires un peu rares, quoi. Vous voyez, un peu des territoires européens. Alors, on ne s'arrête pas à l'Europe politique, hein, évidemment. C'est l'Europe géographique, c'est l'Europe des peuples, quoi. Mais et ça, on sait le faire. On sait aller chercher des titres. Par exemple, moi j'ai été en Géorgie pour essayer de voir la littérature géorgienne qui est super, mais bon, pour le moment, il n'y a pas de traducteur du géorgien au français, donc voilà, on est quand même limité. C'est ça aussi la limite d'aller chercher aussi dans des territoires plus petits et plus rares, entre guillemets, c'est que des fois, il n'y a pas de traducteur, quoi. Donc là, il faut attendre. Mais voilà, après, il y a plein de pays des Balkans qui sont super intéressants, hein, la Macédoine, le Monténégro, l'Arménie. J'adorerais trouver des auteurs arméniens. Voilà, il y a tellement à faire déjà, rien qu'en Europe, parce qu'en plus, vous avez les pays, mais en plus, vous avez les langues de chaque pays. Regardez, en Espagne, vous avez du basque, enfin voilà, vous avez plusieurs langues. Donc voilà, donc on a décidé maintenant vraiment de se reconcentrer sur cette zone géographique qui nous laisse quand même beaucoup à explorer. On verra après. On verra après si peut-être on y reviendra, mais pour le moment, voilà. On attend, on verra.
Stéphanie? Oui, bonsoir Nadège, bonsoir à tous. Bonjour. Alors moi, je découvre votre maison. Enfin, j'ai vu passer plusieurs fois des posts sur Instagram, notamment ceux de JM, ceux de Séverine qui sont là, mais d'autres aussi. C'est comme ça que j'ai découvert, parce que je connaissais assez peu. Et en regardant un peu sur le site internet de votre maison, j'étais très séduite par justement le slogan dont a parlé Anthony tout à l'heure, donc abolir les frontières, et aussi le fait que vous définissiez votre ligne un peu comme une maison d'édition qui serait donc le porte-voix des auteurs avec leurs particularités, leurs singularités et tout ce qui vient en fait de leur culture et tout ça pour, par-dessus tout leur humanité. Voilà, donc j'ai trouvé ça très fort en fait comme ligne. Et justement, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui est en commun à tous cette humanité, comment vous la définiriez à partir de tous les pays que vous avez pu rencontrer? Qu'est-ce qui finalement ressort toujours, quelle que soit la culture, la langue et est-ce que vous avez aussi des pays en vue? Parce que par exemple, j'ai vu le Bangladesh et j'ai trouvé ça pour le coup assez exotique. Et en dehors de l'Europe, bien sûr, est-ce que vous avez comme ça d'autres envies d'ouverture? Alors, pour nous, la plupart du temps, quand on choisit un titre, on regarde aussi vraiment qui est l'auteur. Enfin, qui est l'auteur parce que pour moi, et pour nous, en fait, c'est pour la maison, en fait, ça va être important que cet auteur puisse porter son livre. On va chercher des pays qui sont donc moins connus, que les Français ne connaissent pas. Et pour nous, ça sera important que ces auteurs ils viennent en France pour parler d'où ils viennent, de pourquoi ils ont écrit ce livre et qu'est-ce qui est dit dans ce livre. Par exemple, là, on vient de publier le premier roman, le premier polar croate qui s'appelle L'eau rouge. Et c'est ça aussi, c'est aussi de rendre, par exemple, en fait, la Croatie, par exemple, la Croatie, c'est un pays qui est évoqué dans plein de romans, mais, et notamment noirs. Et on trouvait ça dommage que ce soit toujours des étrangers qui parlent d'un pays. Alors, nous, l'idée, c'est aussi de donner la parole à ceux-là, à ceux dont on parle toujours, mais dont on n'entend jamais. En octobre, là, on va publier aussi... ça sera le 3e titre de notre petite collection à Gulopour, un auteur lapon qui écrit une dystopie. C'est pareil, ça. Les auteurs, ce que j'appelle moi la littérature de la neige, là. Les auteurs de la neige qui sont fascinants, qui fascinent. Il y a eu plein d'auteurs qui ont... Voilà. Et souvent, là, en France même, Olivier Truc, avec Le Dernier Lapon, De chair et d'os, je ne sais plus quel est le nom de l'autrice, qui parle aussi de ces communautés. Bérangère Cornu, non? Bérangère Cornu, oui. Bérangère Cornu. Et nous, et moi, je me disais, mince, c'est vrai, c'est fascinant cette littérature de la neige, mais moi, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui est de cette communauté, quoi. Et j'ai beaucoup cherché, j'ai cherché. Et finalement, j'ai réussi à trouver un auteur contemporain qui fait de la fiction, parce qu'en fait, cette communauté lapone, hein, en fait, et en plus, bon, chez nous, c'est pas négatif, mais en fait, le vrai nom, c'est Sami. C'est la communauté Sami. Et dans la langue Sami, lapon, c'est hyper négatif. Ça veut dire gueux en guenille, paysan en guenille, un truc comme ça. Donc, bon, en France, lapon, il n'y a pas de connotation négative, donc ça va. C'est une culture qui est très orale. Donc, en fait, il y avait assez peu d'écrivains de cette communauté, mais bon, avec le temps, tout ça, maintenant, il commence à y en avoir, et c'était souvent des poètes, quoi, qui écrivaient des épopées lyriques sur les voyages des reines et tout ça. Et là, c'est pour ça, moi, j'étais super contente qu'on publie cet auteur-là, de cette communauté dont on parle, avoir un auteur qui peut s'exprimer, qui vient de cette communauté, je trouve ça génial.
Après, ce qui est quand même commun chez tous les auteurs, c'est qu'en fait, on se rend compte que d'où on vient, on aime tous nos enfants, on a tous peur de mourir. Enfin voilà, l'humanité est la même, quoi. Hein. Qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, tout le monde a à cœur, voilà, ses enfants, sa famille. Être en sécurité, parce qu'il y a aussi des pays où on est moins en sécurité, tout ça. Donc, et les Bangladesh aussi, c'était un auteur qu'on avait publié avant. Donc, c'est aussi une région qu'on va mettre un peu en suspens. On va continuer notre développement, notre exploration de la littérature européenne. Donc, par exemple, l'année prochaine, on ajoute un suédois, du polar portugais, un nouveau polar polonais. Voilà, on continue d'explorer des territoires pays par pays. À force, on va tous les avoir. Et alors justement, par contradiction, est-ce qu'il y a des différences selon les langues que vous publiez? Est-ce qu'il y a véritablement une différence entre une écriture slovaque, une écriture roumaine? Qu'est-ce qui différencie ces écritures-là, que ce soit par le style, que ce soit par le passé, l'histoire, ou en tout cas, qu'est-ce qui les différencie réellement? Est-ce que vous les percevez, ou au contraire, comme vous l'avez dit juste avant, vous n'y voyez qu'une humanité totale et plutôt commune en tant qu'Européen? Alors, moi, j'aurais tendance à dire que, par exemple, nous, les auteurs de l'Est qu'on publie, souvent, c'est des livres hyper longs. C'est-à-dire qu'ils écrivent… les Russes, par exemple, c'est hyper rare de trouver des livres courts, quoi. Ils aiment voilà, déployer. Et par exemple, tous les Russes qu'on publie, nous, sont ultra foisonnants et très érudits, qui peuvent être aussi un peu complexes. Et c'est pour ça qu'on pense que, et pourtant, en termes de qualité littéraire, c'est les meilleurs romans, ils font partie des meilleurs romans qu'on ait publiés en termes de qualité littéraire, mais ils font aussi partie des moins bonnes ventes qu'on ait sur notre catalogue, ces romans russes. Alors, on a peut-être l'impression que c'est des textes qui sont trop érudits, trop complexes pour les lecteurs français. Voilà, après, ça, c'est comme ça, hein, je pense. Et puis, je me souviens, par exemple, quand on a publié Arpad Solstès, donc ça, c'était aussi le premier roman noir slovaque, il était tout étonné qu'on s'intéresse à ces romans parce que ça se passe vraiment avec des problématiques slovaques au cœur de la Slovaquie. Il m'avait dit, mais c'est trop slovaque pour vous. Et c'est le trop slovaque, trop roumain, trop machin qui nous intéresse, en fait. C'est vraiment rentrer dans les sociétés et dans les écritures. Après aussi, ce qu'on peut noter, notamment en polar, sur ces pays de l'Est, c'est que, par exemple, le genre polar est quand même assez nouveau dans plein de pays de l'Est. Et ils n'ont pas forcément encore tous les codes. Et d'ailleurs, c'est souvent pas du polar, c'est souvent du roman noir, en fait. Ils n'ont pas forcément encore tous les codes. Et ça peut être aussi complexe à lire parce qu'il y en a partout, quoi. Il y a des noms partout, il y a des intrigues partout. Il y a tellement à dire, en fait. Il y a tellement à dire qu'à un moment donné, pour un lecteur français, effectivement, on peut se retrouver un peu largué, mais en même temps, c'est fascinant. Parce que, par exemple, Arpad Solstès qui raconte, qui a donc, le premier, il était une fois dans l'Est. Il raconte des trucs qui se passent dans son pays, de la corruption, enfin des trucs incroyables. C'est difficile à croire, quoi. C'est tellement sordide et horrible qu'on a du mal à le croire, nous, Français. Mais pourtant, si. Et Bratislava, la capitale de la Slovaquie, c'est 70 km de Vienne. Hein. On est au cœur de l'Europe. Mais voilà, c'est ça, nous, qui nous intéresse finalement. C'est ce trop. Ok. Karine, que je réveille à chaque fois. Toujours surprise. Nadège. Bonjour tout le monde. En fait, ma question tombe un peu à plat, mais je vais quand même rebondir. Je trouve, donc je vous suis depuis le tout début, et je trouve qu'il y a une ligne très politique et très sociétale, très sociale dans chacun des romans, qu'on soit en dystopie, qu'on soit dans l'imaginaire.
est-ce que ça fait partie vraiment de ce que vous recherchez, ou est-ce que c'est vraiment en fait lié à l'histoire de tous ces pays qui se construisent et qui sont complètement bouleversés, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous, en tant qu'éditeur, vous recherchez pour avoir cette espèce de ligne-là qui sillonne entre chaque édition? Alors, on s'est rendu compte après coup qu'en fait, on cherchait des livres politiques. Enfin, ce n'était pas vraiment un critère de sélection. C'est une fois qu'on a commencé à publier plusieurs livres qu'on s'est rendu compte qu'en fait, c'est vrai que tous nos livres avaient un aspect politique, mais au bon sens du terme. Parce que politique, de nos jours, c'est un peu péjoratif de dire qu'on fait des livres politiques, mais plutôt dans le sens comment vivre les uns avec les autres et comment on fait ailleurs pour vivre les uns avec les autres. Et effectivement, il y a toujours cette dimension sociale, politique et économique avec les problèmes que certains pays, les problèmes particuliers que certains pays peuvent avoir. Par exemple, maintenant, à force de publier par exemple des polars de l'Est, on se rend compte que souvent, dans les polars slovaques, polonais, roumains, mais il y a une communauté qui revient souvent. Dont on n'entend jamais la voix de cette communauté, mais on en parle beaucoup de cette communauté, c'est la communauté Rome, par exemple, qui est source d'intrigues dans ces polars de l'Est, par exemple. Ça serait bien de trouver un auteur Rome. Mais il y en a quelques-uns en poésie. Il y en a quelques-uns en poésie, mais c'est extrêmement rare. Ouais. C'est hyper rare. Pour vous dire, le Salon du livre de Francfort, vous voyez ce que c'est le Salon du livre de Francfort? C'est le plus grand salon d'achat et de vente de droits au monde. Il y a 2 ans, enfin au dernier, l'Europe avait financé un stand pour je crois que c'était l'association des écrivains roms, des auteurs roms qui s'étaient fédérés pour la première fois et donc qui étaient sur ce stand financé par l'Europe. Et le président, qui était auteur, était finlandais en fait. Donc les Roms, en fait, ils ont autant de langues que de pays où ils sont, quoi. Donc, mais j'ai trouvé ça super, quoi. C'était la première fois qu'il y avait cette fédération d'auteurs. Et voilà, je trouve ça intéressant de pouvoir aussi entendre leur voix plutôt que de toujours être des acteurs de romans ou de livres. Voilà. Jean-Marc? Oui, je repose encore une question. Après, je m'arrête, mais j'en aurais 50. Je pourrais faire tout le ville s'il fallait. Je voulais revenir, Nadège, sur quelque chose que vous avez dit au début. Vous avez parlé de l'importance de la marque et du territoire de marque, finalement, à travers vos couvertures, la façon dont vous les aviez conçues. On pourrait dire le travail éditorial. Enfin, je pense au papier, à la recherche que vous aviez fait là-dessus. Ce n'était pas seulement des graphismes. Quand on fait ce travail sur le territoire de marque, c'est d'un point de vue marketing parce qu'on veut faire passer un certain message à une communauté de lecteurs. Et du point de vue de cette communauté, ce qu'on ressent en fait dans ce territoire de marque aussi, c'est 2 choses. Le fait d'abord qu'il y a un véritable relationnel qui se crée avec une partie de vos auteurs. Alors, vous allez me dire, dans l'édition, c'est assez classique. On est copains avec nos auteurs, on sort en bande, etc. Mais on sait très bien que ce n'est pas toujours le cas et la réalité. Chez vous, on a une sorte d'effet de bande avec un certain nombre. Je pense à Varézy, je pense à Paulin, je pense à même Yann ces derniers mois et d'autres. On a vraiment l'impression de ce côté relationnel un peu plus fort qu'ailleurs. Et puis la deuxième chose, c'est qui va un petit peu avec, on a l'impression qu'en 5 ans, vous avez quand même, je ne dis pas que vous avez transformé tout ce que vous touchiez, il y a dû y avoir quelques accidents, mais quand même, il y a eu des succès. En tout cas, c'est ce qui ressort. On a l'impression que vous avez fait 1 à 2 succès quasiment chaque année, ce qui est rarissime pour une petite maison d'édition. Donc ma question, elle est simple. Est-ce que ce qu'on ressent de l'autre côté, c'est la vraie réalité, ou est-ce on s'est fait avoir par le mythe et le marketing? Déjà, je dirais que les réseaux sociaux montrent une réalité qui n'est pas forcément toujours la vraie réalité. Ça déforme un peu les réseaux sociaux. Alors, c'est vrai que c'est aussi dans l'idée de ce que j'expliquais plus tôt, que pour nous, les auteurs étant porteurs d'une histoire, d'une culture et tout ça, et qu'on veut qu'ils viennent en France, du coup, on fait quand même venir souvent nos auteurs
à la rencontre des lecteurs. Donc, on les connaît, même nos auteurs étrangers, ce qui n'est pas forcément le cas de d'autres maisons d'édition qui ne feraient, par exemple, pas venir leurs auteurs étrangers en France. Nous, on le fait. Valerio, il a fait toute la France. Et là, il était… alors, on m'a dit qu'il ne fallait pas que je dise le Nord, c'est l'Est, c'était Metz et Mulhouse. Parce que moi, j'ai dit le Nord, parce que je suis de Bordeaux, mais non, ce n'est pas le Nord, c'est l'Est. Et donc, il a fait toute la France, Valerio, c'est fou, et il adore venir. Donc, ça veut dire qu'on le connaît super bien maintenant, Valerio. Après, Yann, Fred, alors évidemment, ils sont en France. Mais on est toujours sur la même dynamique de les faire voyager, de leur faire rencontrer leurs lecteurs. Yann, on en parlera tout à l'heure, mais la librairie qu'il a le mieux vendue, alors que Yann est du sud-ouest, c'est pas dans le sud-ouest, hein, c'est Sucy-en-Brie, ce qui est donc en banlieue parisienne, c'est ça, Sucy-en-Brie? Je sais pas si c'est la banlieue ou… Ouais. Voilà, donc… Plus de 120 livres, c'est ça? Plus de 120 livres dans la même librairie? Combien? 520, je crois. Ouais, 520. C'est la première fois que ça nous arrive. Hein. C'est la première fois que ça nous arrive. Donc, oui, voilà, il y a de ça. Alors, c'était quoi la deuxième partie de votre question? J'ai oublié. C'était sur le fait qu'on a l'impression justement que beaucoup de ces livres ont été des succès et que là où dans certaines maisons d'édition, il y a un gros succès de temps en temps, on peut avoir l'impression que tous ces livres justement de bande ont fait des beaux succès de vente et que ça marche plutôt bien. Alors justement, nous, la différence, c'est qu'effectivement, on a des livres qui marchent pas mal, mais on n'a jamais eu d'énormes succès. On a plutôt des livres qui sont, pour tout vous dire, on n'a pas un livre qui a dépassé la barre des 10 000, quoi, par exemple. Donc, après, voilà, ce sont des beaux résultats, mais voilà, rien, on n'a jamais eu de best-seller, d'immenses best-sellers. Alors après, je ne sais pas à partir de quelle quantité on peut appeler un livre un best-seller, mais à mon avis, c'est plus que 10 000, je pense. Je ne sais pas. Oui, mais donc, voilà, en fait, c'est… oui, potentiellement, c'est à peu près ça, oui. Au-delà de 10 000, ouais. Je ne sais pas, après, il y a des livres qui se vendent à 400 000, 350 000. Nous, on a le cas là, à Bordeaux de Finitude qui ont publié En attendant Bojangles, ils en ont vendu 350 000. Et c'est une petite maison aussi. Donc, voilà, nous, on n'a pas eu de best-seller de cet acabit, mais peut-être on y travaille. Hein. À chaque fois, on se dit, voilà, peut-être Yann, il est parti pour faire ses chiffres. Hein. On espère. On l'espère. On va justement… switcher également avec Yann. Bonsoir Yann. Bonsoir. Bonsoir. Justement, Yann, vous avez inauguré la collection cours de chez Agulot. J'imagine que c'est une grande fierté aussi pour vous d'être le lanceur de cette collection-là. Comment vous avez vécu justement ce passage? On parlera tout à l'heure évidemment du déclencheur de ce livre-là, puisqu'il est particulier. Vous n'avez pas forcément eu envie de l'écrire au départ. Mais comment est venue cette idée d'écrire Presqu'île? Alors, je vous redis bonjour. Je vous remercie aussi pour l'invitation. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit autour, parce que je suis en exil provisoire à Paris, justement, là. Et il y a un peu de bruit dehors. Donc, alors, l'origine du livre… alors moi je suis effectivement très fier d'inaugurer cette collection. C'est vraiment un énorme cadeau que m'a fait la maison d'édition. Et donc voilà, je le prends vraiment comme ça. Et effectivement, au début, il n'y avait pas de projet très très particulier avec ce livre. C'est une petite histoire, comme il en arrive parfois. Moi, j'avais juste écrit un petit texte sur Facebook. Voilà, j'avais écrit un petit statut Facebook qui racontait une histoire, parce que j'étais rentré chez moi, et puis vous savez ce que c'est, des fois quand vous rentrez chez vous, vous n'y êtes pas allé depuis longtemps, vous demandez, vous commencez à discuter, là j'étais avec mes parents, et je leur dis, alors qui est mort ces derniers temps? Voilà, la discussion habituelle. Et on parle là-dessus, on parle des uns, des autres, et d'un voisin qui avait eu un destin un peu particulier, qu'on trouve dans le livre, en fait c'est la seule histoire vraie du livre, celle qui s'appelle La Loi de l'Ouest. Et voilà, donc j'ai écrit ça sur Facebook, et j'ai eu le lendemain un message
de Caroline Bokanowski, qui est éditrice aux éditions des Équateurs. Et Caroline Bokanowski me dit, bah, écoutez, j'ai vu ce que vous avez écrit, et je trouve ça vraiment intéressant. Si vous écrivez autre chose, dites-le moi. Et il se trouve que je n'écrivais pas d'autre chose en l'espèce. Et j'en ai parlé avec Hervé Lecor, avec qui j'anime des rencontres à la machine à lire à Bordeaux régulièrement. Et Hervé m'a demandé de lui faire lire. Je lui ai fait lire. Et Hervé m'a dit, mais moi j'aime bien, je voudrais que tu m'en fasses d'autres. Et donc le projet a commencé à prendre forme comme ça. J'en ai écrit une deuxième que j'ai fait lire à Hervé. Et puis après, j'ai laissé passer du temps. Je ne sais pas, peut-être 1 mois ou 2 mois après. Hervé m'a relancé. Il m'a dit, mais j'ai toujours pas eu la suite. Et donc voilà. Et donc c'est parti comme ça. Et le projet, petit à petit, a pris forme d'écrire des tranches de vie comme ça. Et de parler des gens qu'on ne voit pas. C'était aussi ça l'idée. Et j'ai envoyé ça au bout d'un moment à Caroline Bokanowski qui m'a dit, ah, je trouve ça très très bien. Sauf que j'édite pas de nouvelles. Et j'en ai parlé à un autre ami qui s'appelle Sébastien Vespizer, qui est donc un des associés de Nadège. Et Sébastien me dit, ah, ben, je vais regarder ça et puis je vais voir, ouais, on pourrait le caler peut-être à la table ronde ou comme ça pourrait être intéressant. Et donc Sébastien l'a lu et puis au bout d'un moment, voilà, il en a parlé à Nadège et à Estelle. Et ils m'ont dit, ben, en fait, on aimerait bien qu'elle soit chez nous. On ne sait pas encore comment, mais on voudrait vraiment que ça se fasse chez nous. Il faut qu'on trouve une solution. Et la solution, ça a donc été cette collection. Et voilà, donc c'est aussi, en effet, hein, Noémie, c'est aussi une histoire de très très gros flou, hein, en l'espèce. C'est vraiment beaucoup plus que ça. Et donc, voilà, ça a pris forme de cette manière. C'est aussi... c'est une histoire de hasard, d'heureux hasard, une histoire d'amitié. C'est tout ça à la fois, c'est ce qui fait que l'aventure est belle aussi. Et en plus, pour moi, c'était encore plus, c'était super aussi d'avoir vraiment un auteur de la région, quoi. Étant donné que voilà, on est du sud-ouest et tout, et puis moi, ça m'a parlé les textes de Yann parce que je connais les endroits dont il parle. Alors, j'en suis pas, hein, je ne suis pas de là, hein, mais je suis d'origine avéronaise, alors c'est un peu pareil, quoi. Mais voilà, donc c'était super d'avoir un auteur. Ouais. Ouais. On ne fera pas la comparaison avec le Bordelais, hein, évidemment, qui est voilà. Non, surtout pas. Non, pour le coup, donc il y a 33 nouvelles dans ce livre-là, parfois très courtes, mais toujours avec du fond, toujours avec de la matière, c'est subtil. Mais quel est votre rapport d'écriture avec ce style-là, avec ce genre de nouvelles? On sait que ce n'est pas forcément un genre qui marche en France, contrairement aux USA ou ailleurs. Quel est votre rapport à cela, à votre écriture? Qu'est-ce que vous préférez? J'imagine que le roman n'est pas forcément ce que vous préférez faire, mais pourquoi avoir choisi de... Alors, évidemment, le déclencheur, c'était ce post Facebook, mais pourquoi avoir choisi de ne pas en faire un roman et d'avoir axé la chose uniquement sur des nouvelles? Comme je vous disais, en fait, j'ai eu cette envie au fur et à mesure de dire je voudrais voilà, parler des gens qu'on ne voit pas, montrer un peu l'envers de la carte postale. Parce que le Médoc, effectivement, les gens connaissent les châteaux du Médoc, les gens connaissent la plage, alors ça, voilà, notamment les Bordelais, qui y viennent souvent. Et entre tout ça, bah, y a des gens qui vivent, il y a aussi des gens qui vivent le reste de l'année quand on ne va pas à la plage. Et j'avais envie de parler de ça. Et donc, j'ai eu cette idée de tranche de vie. Peut-être aussi, quand j'y repense après, il y avait inconsciemment des influences de lecture. Je disais, je lis beaucoup. Et il y a un auteur de nouvelles que j'aime beaucoup qui s'appelle Larry Foundation, qui est publié aujourd'hui chez Tusitala. Larry Foundation, il écrit alors lui, c'est un cadre très différent, hein, c'est Los Angeles et il est travailleur social à Los Angeles. Et donc, il raconte Los Angeles et des quartiers de Los Angeles à travers des nouvelles qui sont extrêmement courtes. C'est vraiment des flashs. Il y en a qui peuvent faire 4 lignes. C'est vraiment assez impressionnant. Et donc, je voulais ce côté court. Et la question du roman s'est posée à un moment, bien entendu, puisque, par exemple, Caroline Bokanowski, quand elle m'a dit « moi, je ne fais pas de nouvelles », elle m'a dit « il y en a, peut-être que vous pourriez développer ça sous forme de roman ». Et je me suis dit que ça serait un peu artificiel d'essayer de tout relier comme ça, trouver un fil.
Et je me suis dit, après tout, tous ces portraits, toutes ces tranches de vie, elles forment quelque chose de cohérent, elles décrivent une communauté dans son ensemble. Et essayer d'y rajouter une intrigue qui les rattacherait un peu artificiellement, ça affaiblirait l'ensemble. Et effectivement, j'aime bien l'idée d'avoir des textes courts dans lesquels on puisse plonger vite et dont on puisse sortir aussi assez vite pour passer à autre chose. Et voilà, je le répète, après, j'avais vraiment envie qu'il y ait ce côté cohérent, que voilà, ce soit un recueil de nouvelles, mais pas disparate, qu'on puisse lire l'ensemble en se disant que c'est un monde dont on a fait le tour et dont on n'est pas sorti. Voilà. Probablement tous ces personnages se connaissent en coulisses, hein, qu'ils vivent dans la même ville, dans les mêmes villages, dans les mêmes lieux, ils se croisent probablement souvent. Oui, fait, clairement, ouais. On sent qu'il y a une cohérence malgré vous peut-être, mais pour le coup, il y a cette cohérence-là comme un roman. On lit ça comme un roman, ce qui est plutôt rare dans des nouvelles qui sont souvent très disparates. Là, pour le coup, c'est véritablement extrêmement lié. Et justement, vous donnez vie à ces médocains. Pourquoi eux, j'ai envie de dire, mais en même temps, vous venez de là, certes, mais pourquoi eux, qu'est-ce qu'ils ont de si particulier et comment ils sont perçus dans la région? Alors oui, alors voilà, alors les médocains, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse assez, puisque je suis médocain d'origine, j'ai grandi là, les gens que je décris, c'est des gens avec lesquels j'ai grandi, hein, et que je retrouve régulièrement, avec plaisir. Et en fait, le médocain, quand vous allez à Bordeaux, hein, c'est pas Nadège qui vous dira le contraire, ou Eléa, quand vous dites que vous êtes médocain, on imagine que le week-end, vous allez chasser le sanglier à main nue avant de rentrer chez vous pour violer vos enfants. Alors, ce qui est un petit peu stigmatisant. Hein. Légèrement. Oui, légèrement. Et j'avais envie de dire, mais en fait, c'est juste des gens qui essaient de se débattre avec leur vie de chaque jour, comme n'importe qui, ailleurs, en fin de compte. Et je voulais que ces histoires, elles racontent cet endroit et qu'elles puissent raconter aussi n'importe quel autre endroit. Ce sont des caractères humains, finalement, tout simplement, avec leur joie, avec leur peine, avec des moments où les choses basculent. Voilà, c'était ça aussi. Ils auraient pu être basques, corses, bretons. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cet universalisme, malgré leur spécificité. On a l'impression que on se reconnaît, je l'imagine tous, dans ce genre de préjugés, dans ce genre de légendes, d'us et coutumes, tout simplement. On a l'impression de s'y retrouver, peu importe l'endroit où on est en France. Oui. Alors, avec Hervé Lecamp, on a souvent eu cette discussion, parce qu'avec Hervé, on a quelque chose, on a vraiment un point commun très fort, c'est qu'on adore certains auteurs du sud des États-Unis. On adore David Joy, Larry Brown, Ron Rash, tous ces auteurs-là, Chris O'Foot, par exemple. Et on est toujours étonné de l'accueil qu'il y a de ces auteurs-là, où on trouve ça super, qui nous raconte la vie dans les Appalaches, hein, des communautés dans les Appalaches. Chris O'Foot, il raconte bien ça dans son recueil là, Sortie du bois, qui vient d'être réédité là, chez Gallmeister avec une nouvelle traduction, en passant. Et dans Sortie du bois, il raconte ça. Et on se disait, c'est marrant parce que quand on parle des habitants des Appalaches, c'est très exotique pour le lecteur français. Et on avait souvent eu cette discussion-là en se disant, vas-y, mets des chasseurs médocains, on dira juste que tu décris la Midi-Coupe, quoi. Parce que c'est pas exotique. Parce que c'est en France et c'est beaucoup plus compliqué. Et on avait il y avait aussi cette idée-là qui était de dire, en fait, c'est partout pareil, hein, à partir du moment où vous avez des hommes, des femmes qui vivent dans des endroits qui peuvent être, un peu sinistrés économiquement. Hein. C'est le cas du Médoc. Le Médoc, c'est vraiment sinistré économiquement. C'est une région à l'intérieur de la Gironde. La Gironde, on imagine facilement Bordeaux, Arcachon, le Cap Ferré, tout ça. Une certaine opulence, une certaine richesse. Les châteaux du Médoc, on imagine de la richesse. Il ne faut pas oublier que les châteaux du Médoc, ils vivent avec des ouvriers et que ces ouvriers, parfois, ils vivent à la limite de l'esclavage
aujourd'hui encore. Quand on est dans une région extrêmement touristique et sylvicole, comme peut l'être le Médoc, il y a plein de gens qui ont des emplois très précaires. Voilà, en fait, partout où il y a un peu de cette violence sociale et économique, les gens se débrouillent comme ils peuvent, tout simplement. Et donc, c'est parler de ça aussi. Stéphanie? Oui, bonsoir Yann. Bonsoir. Alors moi, je n'ai pas lu votre recueil de nouvelles encore, mais j'ai regardé un peu ce que vous aviez fait et donc je suis tombée sur le blog Encore du Noir qui a une très bonne réputation et qui est connu voilà, par Jean-Marc par exemple. Et je me demande justement, enfin, je me demandais, je sais pas si c'est la vérité, mais si justement votre écriture courte, c'est-à-dire le choix de la nouvelle, ça venait pas aussi de cette habitude d'écriture. Donc vous avez parlé d'un post Facebook d'abord, et puis ensuite la chronique ou l'article de blog. Et donc, est-ce que ça vient de là? Et est-ce que vous envisagez plus largement en fait une histoire avec une envergure encore plus grande avec un roman, par exemple, ou bien autre chose. Et voilà. Alors oui, bien entendu, hein, je pense qu'il y a l'exercice. Moi, j'écris beaucoup. Hein, c'est un peu, ça fait partie de mon métier. Je suis enseignant, chercheur, donc j'écris beaucoup. J'écris tout le temps et on va dire que j'ai plutôt un esprit de synthèse. J'aime pas m'étendre très très longtemps dans ce que j'écris. Pour le blog, c'est la même chose, effectivement. Le blog, je me donne toujours une limite pour les chroniques parce que je ne veux surtout pas que me retrouve avec des chroniques extrêmement longues dans lesquelles on finit par se perdre. Donc, il y a certainement une influence aussi de ça, hein, en dehors de mon attirance pour la nouvelle. Quant au projet, écoutez, en effet, on travaille en ce moment, on a eu l'occasion d'en parler avec Nadège, Estelle et Sébastien. Voilà, il y a un projet un peu dans l'air un peu plus ample, on va dire. Je ne sais pas encore où ça va nous mener, donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais on verra si ça marche. Du Médoc? Voilà. Je parle un peu du Médoc, qui se passe en partie dans le Médoc. Séverine? Ça, c'est notre touche exotique du soir. Bonsoir. Donc, moi, j'ai lu Presqu'île, j'ai adoré. J'ai essayé de le dire, de le redire et de le redire. Parmi les différentes choses que j'ai aimées, c'est les chutes de toutes ces nouvelles. Et du coup, je me demandais si, en fait, tu pars de la chute pour écrire l'histoire ou si c'est au fur et à mesure de l'écriture qu'arrivent ces chutes toujours. J'ai rarement vu des chutes comme ça dans des nouvelles, quoi, en fait. Surtout avec des formats aussi courts, avec des chroniques, des nouvelles aussi courtes. C'est souvent sur les nouvelles les plus courtes où la chute est encore plus forte. Ça, je trouve ça encore plus surprenant. Alors sur les chutes, déjà, bonjour Séverine, hein, enchanté, heureux de te voir en chair et en os à distance. Et merci pour tout le soutien aussi. Alors les chutes, en fait, ça dépend tout à fait. Ça dépend des textes. Il y a des textes qui ont été écrits, j'avais la chute en tête et je me demandais comment j'allais y arriver. Il y en a d'autres pour lesquels je n'avais pas du tout la chute et je l'ai cherché. Et il y en a encore d'autres où, au fur et à mesure de l'écriture, le texte est parti sur complètement autre chose que ce qui était prévu. Et la chute est arrivée aussi comme ça. Par exemple, il y a un texte qui s'appelle Un jour parfait, qui raconte un jour parfait à l'océan. Et au début, c'était juste un petit exercice de style. Je voulais juste décrire ça. Et puis à un moment, il y a un cadavre qui est apparu. Voilà. Et, ça a un peu dérapé. Et c'est arrivé à la chute, qui est la chute de cette histoire. Mais voilà, c'est vraiment très différent d'un texte à l'autre. Tous ces textes ont été écrits dans des conditions toujours différentes, en partant des fois juste d'une image, voilà, et puis parfois de la chute. Il y en a pour lesquels j'ai retravaillé souvent la chute, d'autres pour lesquels ça s'est imposé comme ça dépend totalement. Est-ce que Yann, vous pouvez nous parler de cette tradition, le premier noyer de la saison,
qui évidemment est extrêmement légèrement glauque, hein, mais qui m'a fait évidemment beaucoup rire. Racontez-nous cette tradition qui paraît quand même plutôt surprenante. Ouais, ben moi j'ai grandi au bord de l'océan et par ailleurs, hein, double peine dans une famille de pompiers. Moi j'habitais à la caserne des pompiers de Lacanau pendant très longtemps et donc la vie était rythmée par la radio des pompiers et par la sirène quand il y avait une intervention aussi et il y avait toujours ce moment avril, mai où on entendait Dragon 33. Donc Dragon 33, c'était l'hélicoptère de la sécurité civile. Ça voulait dire que là, c'était parti. Il y avait quelqu'un qui était en train de se noyer hein, quand l'hélicoptère intervenait, comme ça. Et ça lançait un peu la saison, quoi. On se disait, bah, ça y est, là, ça commence. L'été arrive. Voilà, il y a de ça. Et encore aujourd'hui, hein, là, il y a quelques semaines, j'ai reçu un message d'un copain qui m'a dit « Ah, on a failli avoir le premier noyé, mais il s'en est sorti. » Et donc, c'est ça rythme un peu l'année. Alors, ça peut paraître cynique, mais ça l'est pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la compassion vis-à-vis de ces pauvres personnes. Après, je l'ai tourné avec beaucoup d'ironie dans le texte, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'amusait. Ça, j'y repensé à un moment, et je me disais, mais c'est une drôle de manière de faire une marque dans le calendrier. Et surtout maintenant, avec le réchauffement climatique, les gens vont se baigner de plus en plus tôt. C'est l'arrivée des touristes, c'est quasiment ça. Ouais. Voilà. Pour le coup, le choix des nouvelles dans un recueil, c'est souvent capital. Là, il y en a quand même 33. Comment est-ce que vous avez travaillé avec Nadège sur le choix de l'ordre d'apparition des nouvelles? Parce que pour le coup, c'est extrêmement bien fait. On ne voit rien venir et c'est plutôt bien ficelé. Comment vous avez travaillé ensemble par rapport à ça et par rapport au reste du travail? Est-ce que tout était quasiment fait au départ, Yann, et ensuite Nadège a apporté les corrections, et Nadège et Léa, Chloé qui est là aussi, Chloé Lasserre, je crois, qui est là. C'est bien ça, hein? Oui. Donc, oui, voilà. Si après vous voulez aussi poser des questions à Chloé, elle vous répondra. C'est Estelle chez nous qui fait le travail édito. Donc, Yann et Estelle, il va vous raconter. Oui, alors pour l'ordre des nouvelles, en fait, on a travaillé. D'abord, c'est avec Sébastien. On avait commencé. Sébastien est venu à la maison. On a imprimé tous les textes. On les a relus ensemble. Et on a fait beaucoup de place dans mon salon et on les a tous posés par terre. Et on a regardé lequel serait le premier et lequel serait le dernier. Ça, c'était important. Et une fois qu'on a fait ça, j'ai proposé un ordre à Estelle, qui l'a validé, en fait. Hein, ça lui convenait bien. J'ai essayé de les organiser par thématique, ce qui m'a permis de découvrir qu'il y avait des petites choses qui certainement m'obsédaient un peu. Je me disais, c'est marrant qu'il y ait tant de nouvelles sur telle ou telle thématique. Et donc, on les a organisés de manière à ce qu'il n'y en ait pas trop, qui soit un peu trop sombre d'affilée, ou trop humoristique d'affilée non plus. On voulait qu'il puisse y avoir des respirations, des moments où il y a un peu plus d'émotion, et qu'on puisse avancer dans le livre en ayant, en changeant un peu d'émotion à chaque fois, de manière à ce que ça soit un peu plus fluide et qu'on puisse retrouver au fur et à mesure du livre toute la diversité de ces tons-là. On les a organisés de cette manière-là. D'accord. Avant de passer à la suite, on a pour habitude de faire une photo de groupe avant que je n'oublie. Donc voilà, préparez-vous. Voilà, on remet les lunettes, les cheveux. 3, 2, 1. Parfait, c'est bon, merci. Yann, est-ce que vous pourriez nous lire une nouvelle, comme on l'a dit tout à l'heure? Alors oui, alors on va faire ça. Alors j'ai pas pris la plus marrante, a priori, mais je me suis dit qu'il fallait que j'en trouve une qui soit aussi pas trop longue, hein, sinon on pourrait risquer de s'ennuyer aussi.
Alors, c'est la nouvelle qui s'appelle Carnet du jour. Tu as lu Sud-Ouest? Quand on te demande ça ici, c'est pas pour parler de l'état du monde, de la crise économique ou même des derniers résultats sportifs. Sauf si les Girondins jouaient. Bon, là, à la rigueur, on peut avoir une hésitation. En l'occurrence, on est mardi et il n'y avait pas de match de foot la veille. Alors il répond que oui, il a lu Sud-Ouest. Et il ajoute, putain de crabe. Il était de ta génération, non? Demande le boucher au vieil homme. Oui, à l'école, il était 2 classes après moi. Tu l'avais vu récemment? Il y a un mois, avant qu'il l'amène à l'hôpital. On essayait de se voir régulièrement pour boire un café, il avait encore maigri. Tu vas à l'enterrement? Là, comme d'habitude, il répond que non, qu'il ne va jamais aux enterrements des copains. Après tout, eux, ils ne viendront pas au sien non plus. Il prend sa côte de porc et il repart dans son vieux C15. C'est l'hiver, le soleil commence déjà à se coucher. Sur la place, l'ombre du clocher s'allonge et semble montrer la direction de sa maison. Il roule un peu jusqu'à la sortie du village pour la rejoindre. Il y pense toujours comme à sa maison dans les bois. Une de ces maisons d'ici qu'aucun agent immobilier, même le plus véreux, n'oserait vraiment qualifier de belle landaise. C'est une bâtisse faite de briques artisanales et de menuiseries en pin, à une époque où les gens étaient bien plus petits, et dont on a toujours l'impression qu'elle penche un peu d'un côté ou d'un autre. Avant de baisser la tête, pour passer la porte d'entrée qui ne ferme jamais à clé, il jette un coup d'œil aux alentours. Les pins sont tombés il y a quelques années, après la tempête de 1999, et n'ont jamais été replantés. La commune a préféré vendre le terrain à un lotisseur qui a fait une belle culbute avec ses parcelles proches des commodités et à 10 minutes de l'océan. Il n'a pas fallu longtemps pour que poussent les villas coquettes, parfois secondaires, de citadins en quête d'air marin. Le voisin est là, qu'il regarde pénétrer dans sa maison, qui regarde en fait sa maison, celle qui était dans les bois avant, d'un air réprobateur. C'est vrai qu'avec ses pignons de guingois, ses tuiles couvertes de lichen et ses contrevents à la peinture craquelée, avec son terrain où poussent quelques pissenlits et un buisson de ronces qui envahit la carcasse d'une 4L, elle fait tache au milieu des bâtisses en bois lasuré, des pelouses bien vertes et des allées goudronnées sur lesquelles stationnent 4x4 à la carrosserie immaculée et petites citadines proprettes. À l'intérieur, il remue un peu les braises de la cheminée, ajoute 2 bûches d'arbousier pour faire repartir le feu et s'assoit à la table. Sur la toile cirée, un magazine de mots fléchés. Il chausse ses lunettes, rempli 2 ou 3 grilles. Quand il a fini, la nuit est tombée. Il se fait des macaronis pour accompagner la côte de porc et mange en regardant les informations régionales. Quand il a fini, il se coupe une tranche de fromage à croûte rouge, essuie son couteau sur un bout de pain et achève son repas. Il éteint la télévision et refait quelques mots fléchés avant de rejoindre sa chambre. Face à la glace de l'armoire, il enlève son pull et son maillot de sport. Il regarde, sur la peau distendue de son biceps, les 3 éléphants à la queue leu-leu qu'il s'est fait tatouer en 1952 à Dalat, et il soupire. Tout à l'heure, il a encore pissé du sang. Ça lui a fait penser à la vie de décès de son copain dans Sud-Ouest et ça le déprime. Il a hâte de se coucher. Il se dit que demain sera un autre jour. Mais il sait aussi qu'il se dit ça tous les jours et que depuis quelque temps déjà, ce sont toujours les mêmes. Merci Yann. Alors cette nouvelle tombe bien puisque je trouve que véritablement dans tout le recueil, on est davantage dans l'action que dans la description. Clairement, vous ne vous attardez pas trop sur ces descriptions-là. Vous allez à l'essentiel et avec des personnages extrêmement parlants, avec une action, un geste, parfois une parole, quelque chose qui nous les fait vivre. Comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est votre façon d'écrire? Est-ce que vous avez toujours écrit de la même façon? Vous ne pouvez pas faire autrement? Oui, alors je pense qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Alors je vous disais, hein, il y a le côté esprit de synthèse, certainement, qui fait que j'aime bien aller directement au but. Parce que par ailleurs, moi j'adore le lyrisme. Je lis James Liebert, c'est pour dire, hein, James Liebert, plus lyrique dans les descriptions de la nature, par exemple, on peut difficilement faire. Et j'adore ça. J'adore ça, mais je m'en sens totalement incapable. Et je pense qu'il y a aussi une question de, en quelque sorte, je dirais, de pudeur. Moi, j'ai toujours l'impression que si je commence à mettre trop d'adjectifs, à développer les choses, c'est un peu ridicule. Voilà. Donc, je préfère aller vraiment droit au but. Et puis, je trouve intéressant, alors, dans le processus d'écriture, de chercher le mot juste et de chercher l'image courte qui va vraiment vous faire voir quelque chose. Je sais pas moi, une démarche particulière, d'écrire très vite une démarche particulière d'un personnage pour qu'on puisse voir sa silhouette. Ce genre de choses-là, ça c'est un jeu d'écriture pour moi. Voilà.
Stéphanie? Oui, j'ai vu que vous enseignez l'occitan. Déjà, c'est pas banal. Et je me demandais comment ça se croisait avec votre activité littéraire. C'est-à-dire, est-ce que parfois vous avez envie, alors évidemment pas, enfin, c'est une autre langue, mais est-ce que vous avez envie quand même d'y faire référence ou bien de vous servir justement de ce matériau-là d'une façon ou d'une autre, peut-être, je ne sais pas exactement dans quoi, dans certaines descriptions, dans certains dialogues. Est-ce que c'est possible même? Je ne sais pas, mais je trouve que c'est une particularité intéressante en tout cas. Oui, alors l'occitan, oui, c'est mon métier. J'enseigne la civilisation occitane. Et alors, j'ai pas du tout envie d'écrire en occitan. Alors pour tout un tas de raisons, des raisons dialectales. D'abord, hein, l'occitan c'est une langue dialectale. Donc il y a on va dire, il y a 5 grandes familles de dialectes. Le Médoc, c'est le dialecte gascon. Parle dans tout l'ouest de l'espace occitan, en gros de l'estuaire de la Gironde jusqu'à Toulouse. Après, c'est du languedocien, du provençal, de l'auvergnat, du limousin. Et moi, je travaille en Languedoc depuis près de 20 ans maintenant, donc je me suis mis au languedocien, parce que généralement, quand on enseigne l'occitan, on enseigne le dialecte local. Et donc, moi, je suis passé au languedocien. Donc, je parle plus trop le gascon, j'ai pas la pratique. Donc, écrire en gascon, tout un texte en gascon, par exemple, ça me gênerait. Voilà, ça, c'est une des premières raisons. Ensuite, autant ça me plaît de lire de la littérature occitane, autant moi, j'aurais un problème à en faire parce que aujourd'hui, l'occitan, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Moi, je dis l'occitan, je l'enseigne pour que les gens l'apprennent et le parlent, mais aujourd'hui, ce n'est pas une langue sociale, très peu. Ça m'arrive de parler occitan au village, mais c'est quand même pas tous les jours non plus, et généralement, quand je discute avec des gens, c'est en français. Donc, écrire des dialogues en occitan, par exemple, ça me paraîtrait extrêmement étrange. Et je pense que beaucoup d'écrivains occitans, d'ailleurs, font le choix d'écrire de la poésie parce que ça leur évite de faire des dialogues et de créer une fausse sociabilité linguistique. Mais après, dans le texte, en fait, il y a tout un tas de mots qui sont des mots occitans. Alors, on appelle ça du patois, les gens appellent ça du patois, c'est des mots occitans, les herbes dans lesquelles poussent les cèpes, hein, c'est les aoubès, les filets pour la pêche, hein, c'est les tramailles ou les trainotes. Tout ça, c'est des mots occitans. En fait. Donc, il y en a quelques-uns, je pense que. Alors, des fois, j'ai eu des retours de lecteurs qui disaient, tiens, j'ai essayé de chercher ce mot-là, voilà, parce que c'est de l'occitan, en fait, c'est du patois. J'aimerais bien que Nadège, Yann et Chloé ou Eléa nous choisissent une nouvelle qu'ils ont préférée, qui ont eu un attrait particulier pour eux. Est-ce qu'il y en a une en particulier que vous avez appréciée, qui vous a fait une sorte de déclic aussi, un déclic émotionnel ou autre, qui vous a rappelé quelque chose, un souvenir? Est-ce que tous les trois, tous les quatre, tous les trois ou tous les quatre, peu importe, vous pourriez sortir comme ça du recueil une nouvelle que vous appréciez particulièrement? Moi, celle que j'ai aimée, c'est celle des champignons, mais je sais que ce n'est pas celle de la favorite de Yann, mais moi, ça m'a vachement… elle m'a parlé, celle-là, parce que moi, je suis là, typiquement celle qui aimerait bien connaître le coin à champignons de la vieille dame, quoi. Et que chaque année, je vais essayer de chercher des cèpes, là, je ne sais pas où il faut aller, je suis toute mouillée, j'en trouve jamais. Et ça m'énerve, quoi. Reste chez toi, Nadège. Ouais, ben c'est bon, hein, ça va. Hein. Donnez vos coins à champignons, soyez pas comme ça, là. Jamais. Ben ouais, voilà, il y en a qui en meurent, qui emportent leur secret dans la tombe, qui vont finir par nourrir. Cette dame, elle a fini par nourrir le sol, enfin peut-être, et du coup, il y a plein de champignons qui vont pousser. Mais voilà, ça me parle beaucoup parce que moi, j'aimerais bien trouver, enfin, j'essaye chaque année de trouver des cèpes désespérément et j'en trouve jamais. Et Yann, est-ce qu'il y en a une que vous pourriez sortir du lot, même si elles sont toutes formidables, mais une qui a quelque chose de particulier peut-être pour vous? Alors, c'est un peu compliqué parce que bon, il y en a quelques-unes que j'aime vraiment bien, mais alors Sébastien, hein, qui est un as de la communication, m'avait dit un jour,
Si on te demande ta nouvelle préférée, dis c'est celle que je n'ai toujours pas écrite. Mais c'est un petit peu cliché. Je pense que non, je dirais que celle que j'aime bien celle sur le concert des Pogues, en fait. Voilà, parce que elle part d'un souvenir qui était vraiment ce concert qui a eu lieu, et après c'est romancé, mais et j'ai pris énormément de plaisir à l'écrire, ça m'a fait rire, au moins sur toute la première partie. J'ai eu un peu plus de mal sur la deuxième, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. En fait, c'est sans doute la nouvelle sur laquelle j'ai passé le plus de temps, et voilà, donc j'ai un peu plus d'affection pour celle-là, peut-être. Et Chloé, je ne sais pas si Chloé nous entend, je pense que oui. Pour Eléa, c'était le cerf. Et pour Chloé, Oui, on m'entend, oui, je ne sais pas si on m'entend. on vous Oui, entend. alors moi, j'ai plus les titres en tête du tout pour tout vous dire, parce que j'ai lu le recueil il y a 2 mois. Je sais qu'il y en avait une sur les surnoms, mais alors je me souviens plus du titre de celle-là, mais qui m'avait fait le surnom, ben voilà, qui m'avait fait sourire parce que je m'attendais pas spécialement à la chute, et voilà, je l'avais trouvée rigolote, et elle sortait un petit peu du lot, je trouvais, donc j'avais bien aimé celle-là. Je reviens, Nadège, sur la traduction. On n'en a pas parlé, mais c'est quelque chose que vous mettez largement en avant sur votre site, notamment en citant chaque traducteur et en faisant véritablement une présentation de chacun d'eux. Vous êtes sûrement la maison d'édition qui les met les plus en avant. Pour le coup, vous les classez même au rang d'auteur à part entière. Pourquoi ce choix-là? Pourquoi les traducteurs sont en principe très peu mis en avant en France, notamment sur les auteurs étrangers, ils sont rarement là, notamment lors des rencontres. Vous devez forcément faire confiance totale aux traducteurs, puisque vous ne lisez pas, il ne me semble pas, en tout cas les langues que vous publiez. Comment se passe ce travail-là? Comment vous arrivez à avoir cette confiance aveugle en les traducteurs? C'est arrivé de refuser des traductions, hein. Alors, ce qu'il faut savoir, enfin, vraiment pour nous, ce qui est important déjà, c'est que le traducteur écrive bien en français. En fait, c'est ça vraiment le truc essentiel, c'est que le traducteur, qu'il connaisse, voilà, évidemment qu'il connaît la langue, est une super langue française, quoi. Ça, c'est vraiment la chose essentielle, c'est le b.a.-ba de la traduction, avoir une bonne grammaire, et après, effectivement, il y a le style qui va rentrer en ligne de jeu. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Garder la musique d'un texte, ça, c'est l'art de la traduction. Et ensuite, vous pouvez aussi avoir encore des spécificités qui font, par exemple, vous allez avoir du dialecte local, vous allez avoir une langue et le dialecte local d'une ville, d'un pays et tout ça. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui peut être très compliqué à rendre par le traducteur, quoi. Et les différents niveaux de langue, que ce soit de la langue de la rue, de la langue d'un quartier, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est compliqué. Après, nous, nos traducteurs, on leur demande toujours de faire un essai, ou si c'est eux qui nous ont amené le texte, voilà, déjà, on va juger sur ce qu'ils nous proposent. Et après, il y a un travail donc, qui est fait par Estelle sur le texte traduit, qui est aussi... moi, j'aime encourager nos traducteurs à contacter les auteurs. S'ils ont un doute sur quoi que ce soit, s'ils ont une question, en plus, ça rassure l'auteur. Parce que l'auteur, il se demande toujours quel sera ce texte traduit. Il y en a beaucoup qui sont inquiets, en fait. Et le fait que le traducteur contacte l'auteur, ça rassure beaucoup l'auteur. Parce que l'auteur, en fait, il se dit, est-ce que j'ai été compréhensible? En gros, le traducteur, il faut qu'il rentre dans la tête de l'auteur. Et l'auteur, généralement, a des doutes par rapport à ça. Est-ce que le traducteur va pouvoir rentrer dans ma tête et comprendre l'émotion que j'ai voulu mettre là, ou les jeux de mots, etc. Par exemple, l'humour, c'est quelque chose qui est très difficile à retraduire en traduction. Et donc, le fait de mettre en avant nos traducteurs, en fait, c'est vrai que on est peu à le faire. Après, il faut savoir qu'il y a des traducteurs qui n'aiment pas être mis en avant, hein, qui n'aiment pas être interviewés, à qui on propose des rencontres qui refusent. C'est un peu un travail de l'ombre aussi, hein, la traduction. Et alors aussi, donc, nous, ce que je vous ai peut-être pas dit, c'est qu'on fait partie d'un programme européen
qui comment dire, nous soutient sur ce travail de traduction de langues rares. Donc, qui nous soutiennent notamment financièrement. Donc, ça, c'est super intéressant pour nous. Et c'est aussi, eux, un travail, enfin, c'est un programme qui s'appelle Literary Translation, qui est aussi fait pour mettre en avant les traducteurs, pour faire vivre un peu plus les traducteurs, qui, comme je disais, sont souvent des métiers de l'ombre. Et on se rend compte que c'est pas si évident de mettre en avant les traducteurs en tant que tels. Par exemple, il y a très peu de salons. Il y a 2-3 salons en France qui sont dédiés aux traducteurs. Et ce n'est pas forcément des salons très connus. Et en plus, il faut aussi savoir que les traducteurs ne sont pas forcément ceux qu'on va inviter. On pourrait se dire, OK, bon, ben voilà, traducteur du tchèque, et ben, dès qu'on a cette autrice ou cet auteur tchèque qui vient, on invite le traducteur pour faire la traduction de la rencontre. Mais souvent, les traducteurs ne sont pas des interprètes. Donc, vous voyez, c'est aussi… voilà, donc c'est vrai que la traduction, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et c'est vrai que aussi ce travail avec l'Europe nous a aussi incité à se soucier plus des traducteurs. D'accord. D'ailleurs, vous serez présent à Quai du Polar. Je crois qu'il y a Jurica Pavicic qui y sera. Ce sera la seule autrice. Arpad Solstez et Yann aussi. Ah, super. Parfait. Les 3. Et donc, en plus, cette année, l'édition de Quai du Polar est consacrée à l'Europe. Donc, c'est pour nous notamment, bon, parce qu'effectivement, il y a des auteurs anglais, il y a des auteurs italiens, mais bon, des auteurs slovaques ou des auteurs croates, il y en a beaucoup moins. Donc, effectivement, voilà, on sera là. Et ce qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont invité leurs éditeurs ou éditrices nationaux. Donc, Jurica vient avec son éditrice croate et Arpad vient avec son éditeur slovaque. Et ces éditeurs-là vont aussi prendre part à des discussions, justement, sur le polar européen, etc. Donc, je pense que ça va être intéressant. Ouais. Stéphanie ? Oui, moi, il y a une chose que je voudrais comprendre. Yann, en fait, vous avez écrit, je crois, des nouvelles qui sont plus de l'ordre du social. Et par contre, vous êtes un grand lecteur de polar, ou alors les nouvelles sont aussi des mini-polars. Donc, c'est ça que je voudrais comprendre. Est-ce que vous lisez tout à fait différemment de ce que vous écrivez ? Et est-ce que vous envisagez éventuellement même d'écrire comme vous lisez, c'est-à-dire du polar ? Alors, je pense qu'il y a quelques nouvelles qui sont un peu, qui relèvent du genre noir dedans. Il y en a quelques-unes parce que effectivement, c'est un genre qui m'intéresse. Voilà, en l'espèce, c'était pas le projet d'écrire du polar. Moi, j'en lis beaucoup, effectivement, mais c'était pas ce dont j'avais spécialement envie à ce moment-là, tout simplement. Et donc, même si certaines, il y en a qui sont sur des pauvres garçons qui essaient de voler du cannabis ou sur un cambriolage qui tourne mal, ou sur des terroristes de TA qui essaient de récupérer des armes, des choses comme ça. Il y en a quelques-unes, mais c'était effectivement pas le fil directeur. Et en ce qui concerne la suite, écoutez, je sais pas, je m'interdis rien en tout cas. Pour l'instant, le projet sur lequel j'ai commencé à travailler ne relève pas vraiment du polar non plus. On verra, mais c'est pas impossible. Après, le problème aussi, quand on est très adepte dans le genre, je trouve, c'est le risque, c'est de tomber aussi dans la copie, dans les stéréotypes, et d'avoir du mal à s'en extraire. Donc, j'aime bien aussi faire autre chose, sortir un peu de cette zone-là, qui n'est pas vraiment en fait une zone de confort. Au contraire, je trouve que c'est une zone extrêmement piégeuse pour le coup, parce que voilà, moi le polar, le roman noir, j'en lis vraiment beaucoup. Et je me dis, si je commence à écrire ça, je vais me dire, mais en fait, je connais, je l'ai déjà lu ça. Voilà. J'ai peur de pas être très original. Grande modestie.
Nadège, c'est le moment où tout le monde va sortir son calepin pour noter les titres qui vont sortir bientôt, mais également ceux qui viennent de sortir aussi. Et je pense notamment au deuxième ouvrage d'Agule Aucourt, Mars, d'Asha Bakic, qui donc continue la tradition, maintenant la nouvelle tradition d'Agulo. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces textes-là? Pour le coup, on est aussi sur un recueil de nouvelles. Alors en plus, en 2021, on a exploré une nouvelle zone géographique pour nous, qui est celle des Balkans, puisqu'on a publié en février un auteur serbe, le cahier volé à Vinkovci. Et puis donc en mars, le polar, L'eau rouge, du croate Jurica Pavičić. Et donc le troisième étant donc Mars, qui est un recueil de nouvelles bosniaque d'une autrice, Adja Bakic, qui écrit en croate. Pour nous, c'était super en fait de se dire qu'on a ces trois auteurs qui étaient de trois générations différentes, deux hommes, une femme, et d'avoir cette région, cette ex-Yougoslavie réunie autour aussi de trois genres complètement différents, puisqu'un est de la fiction, du très beau texte de littérature blanche, ensuite du roman noir, social, politique, historique, et donc ce troisième titre, donc Mars, qui est donc notre deuxième titre dans la collection Agule Aucourt, qui sont donc des nouvelles un peu folles, un peu très décalées, féministes, toutes les nouvelles ont des héroïnes ont des héroïnes, ce sont des héroïnes. Il y a un peu de la SF qui rentre dans ces nouvelles-là. Donc voilà, c'est de la SF féministe, si on peut appeler ça, SF féministe bosniaque. Après de la nouvelle noire et drôle médocaine. Donc voilà, ça montre qu'on puisse dire. Ça montre la diversité aussi de cette collection-là. On n'en est pas à autant de sorties que Yann, hein, malheureusement. Mais on va voir. C'est un ouvrage assez atypique. Et donc, on a un troisième titre qui sortira. Donc, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, de cet auteur Lapon. Donc, ça sera en octobre. Ça s'appelle Oiseau. Et c'est une dystopie. Donc c'est l'histoire d'une terre qui est à bout de ressources, et une expédition est faite pour partir sur une planète, et cette expédition est pleine d'espoir, évidemment, de recréer quelque chose ailleurs, et en fait c'est l'histoire, c'est une novella pour le coup, hein, donc voilà, une novella, un court roman, et l'histoire est liée à deux moments de la vie de cette colonie, quand ils arrivent, et 100 ans plus tard, où en fait le rêve de refonder et de développer une colonie ne s'est pas du tout passé comme prévu. Donc c'est une dystopie. Quand la traductrice nous a fait sa note de lecture, elle nous a dit c'est un peu une dystopie, c'est de la SF contemplative. Donc ce serait de la SF qui n'est pas de la SF, parce qu'il décrit rien de mécanique, de tout ça. C'est vraiment un huis clos. En plus, c'est un monde où l'atmosphère fait que les bruits ne passent pas, donc il n'y a pas de dialogue en fait. Les gens s'écrivent sur des tablettes, donc c'est très silencieux, c'est assez oppressant, mais le texte est super beau et très poétique. Donc voilà, c'est d'un Norvégien, donc Lapon. Donc il écrit en norvégien, mais il est de tout en haut de la Norvège là. Il défend les valeurs de son peuple. C'est un auteur qui est assez jeune, qui doit avoir 45 ans. Donc j'ai commencé par la fin de l'année. Ensuite, maintenant je vais reprendre dans l'ordre. Donc en août, on sort une autrice tchèque qui s'appelle Magdalena Placová, qui a écrit un roman qui s'intitule L'Osso d'Aaron. Et là, donc c'est de la blanche. Elle a pris pour base une artiste qui a vraiment vécu, qui était autrichienne, et qui s'appelle… alors attendez, je vais vous redire parce que je vais oublier son nom.
Donc, enfin, je vous dirai tout à l'heure. Mais bon, bref, en fait, c'est l'histoire d'une grande héroïne. Une grande héroïne, donc, née à la fin du 19e siècle et qui va, qui va devenir artiste à une époque où les femmes, bon, voilà, c'était quand même plus difficile, qui va s'affirmer artiste et qui va embrasser le mouvement du Bauhaus et qui va donc passer par là, qui va passer à Berlin, etc. Enfin voilà, qui va voyager, qui avait des convictions politiques communistes, ses activités l'envoient en prison dans les années 10-20, et tout ça, ça documente aussi ce changement d'idéologie sur des décennies entre les deux guerres et donc la deuxième guerre qui arrive, et cette femme de confession juive, donc artiste, va commencer évidemment à être privée de liberté petit à petit. Donc elle va retourner en Tchéquie où elle va se marier avec un Tchèque, et là les années passent et elle va être envoyée au camp de Terezín, qui était le camp modèle en République tchèque qui accueillait tous les intellectuels et les artistes. Et là, elle va donner des cours d'art aux enfants. Elle est notamment considérée comme une des pionnières de l'art therapy, puisqu'elle faisait dessiner aux enfants qui étaient enfermés là tout ce qu'eux ne pouvaient plus, la mer, la nature, etc. Et donc son mari, donc vers la fin, en 1944, son mari a été sélectionné pour partir, pour être déporté dans un autre camp qui était celui d'Auschwitz. Et quand elle a vu que son mari partait, elle s'est proposée pour partir avec lui. Et en fait, elle est morte le deuxième jour de son arrivée donc à Auschwitz. Son mari a survécu, lui, la guerre. Et ce qu'elle a réussi à faire quand même, avant de quitter Terezín, elle a réussi à cacher plein de dessins d'enfants dans des valises, dans un dortoir, qui ont été retrouvés après la guerre et qui ont aussi servi de témoignage vachement important pour tout ce qui a pu se passer, notamment la condition des enfants dans les camps. Donc en fait, voilà, ce roman est basé sur la vie de cet artiste, mais c'est un vrai roman. Donc il y a des parties qui se passent au présent et des parties donc, qui se passent au passé, enfin, dans le passé. En fait, l'histoire est dit aussi de la bouche d'une de ses meilleures amies. C'est un roman un peu épistolaire, assez atypique de structure, mais voilà, qui a ce discours de femme forte à une époque où c'était pas évident, et puis c'est quand même une histoire tragique. Enfin, c'est vraiment très beau, et il y a aussi pas mal de théories de l'art. Enfin, ça parle aussi beaucoup d'art, ce mouvement Bauhaus, et de l'art entre les deux guerres. Donc voilà, ça c'est donc le Saut d'Aaron. Et l'auteur, c'est Friedel Dicker Brandeis, selon Heller. Voilà, c'est ça. C'est ça ? Oui, oui, c'est ça. Très bien. Merci Heller. Et donc en plus l'autrice est tchèque, mais elle vit en France depuis des années, donc elle est francophone, donc ça c'est super. Elle vit à Lyon, et alors aussi, comme je disais, pour nous les auteurs sont quand même aussi importants, surtout en littérature étrangère, derrière leurs textes. C'est une femme dont les parents étaient dissidents tchèques. La mère était conseillère de Václav Havel, son père était réalisateur, et elle-même a été actrice, etc. Elle a notamment évolué pas mal dans l'entourage d'Emir Kusturica. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, ce réalisateur serbe. Voilà, son mari était monteur et éditeur pour les films de Kusturica, donc elle a vécu dans les Balkans et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment pour nous une combinaison de texte et autrice incroyable. Donc voilà, ça c'est août. Et septembre, c'est le nouveau roman de Frédéric Paulin, La nuit tombée sur nos âmes. Alors là, il s'attaque à un complètement nouveau sujet qui est le G8 à Gênes en 2001, dont là on fête l'anniversaire, là le mois prochain on fête les 20 ans. Et donc comme il le fait bien, comme il sait le faire, c'est cette vision des deux côtés de la barrière où on s'attache à certains personnages et on va en détester d'autres. Et là, en fait, c'est l'histoire d'un couple de Rennais qui se rend à Gênes pour aller manifester.
On y reconnaît peut-être l'auteur et sa compagne, parce que Fred était là justement pendant cet événement. Et voilà, et donc voilà, il décrit ce tumulte, cet assassinat aussi de militants, et puis ensuite ça monte, hein, il y a une montée en adrénaline dans le livre où à un moment donné, les manifestants vont être arrêtés et amenés dans une caserne, une école et torturés, etc. D'ailleurs, ça a eu pas mal de retentissement au niveau européen puisque des policiers italiens et tout ça ont été jugés par la Cour européenne. Donc voilà, ça c'est. Donc on a une petite rentrée en fait. Deux grands formats et un petit format. En plus, bon, Oiseau, donc ce roman en lapon, on le publie en octobre, qui est maintenant le mois de l'imaginaire. Voilà, c'est les panneaux qui allont encombrer la rentrée littéraire. Très bien, très bien. Si j'avais une dernière question, Nadège, ce serait la suivante. À quelle prochaine abolition de frontières vous allez vous attaquer? Pour le moment, on va rester en Europe, mais il y a toujours plein de frontières. Et puis, mais après, nous, on est aussi dans une période de développement pour rendre aussi la maison pérenne et voilà, aussi pouvoir, nous, vivre de cette maison d'édition pour laquelle on se consacre. Donc, voilà, on verra. L'avenir nous dira si… en tout cas, on est bien parti. On continue de chercher des textes. Moi, j'adore ça. Et j'adore aussi de plus en plus maintenant me rendre dans les pays étrangers à la rencontre vraiment des auteurs, des éditeurs, voir comment ça se passe sur place, quoi. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais… J'aurais voulu avoir peut-être un pays particulier auquel vous allez vous attaquer prochainement ou peut-être une frontière autre. Peut-être que, comme le disait Karine tout à l'heure, peut-être que la poésie peut être un genre également que vous publierez. C'est envisageable ou pas? Tout est envisageable. À un moment, on s'est dit on va faire de la jeunesse. De la jeunesse, parce que notre autrice russe, là, Anna Storobinets, elle écrit des romans noirs qui mettent en scène des enquêtes entre animaux de la forêt, qui avaient l'air super. Mais voilà, jeunesse. Après, c'est aussi des expériences. Enfin, il faut avoir aussi les compétences et savoir vendre les livres, entre guillemets. C'est ça aussi, des fois, qui nous arrête, c'est de se dire, OK, moi, je suis pour faire de la jeunesse, de la poésie, tout ça, mais après, il faut savoir le vendre, quoi. Donc, après notre petite collection, on s'est dit que c'était une collection qui pouvait accueillir plus de choses. Et en fait, on ne s'est jamais interdit, par exemple, à un moment donné, de faire de l'essai ou du documentaire. Voilà, on n'a pas encore franchi ce pas. Je pense que Sébastien, il aimerait bien qu'on fasse de la BD aussi, mais c'est pareil, ça c'est des secteurs qu'on connaît moins. On a moins les contacts, on a moins les… Voilà, donc c'est pas maintenant en tout cas. Et pour les pays, comme je disais, j'adorerais traduire du géorgien, mais faudrait-il qu'il existe des traducteurs. Voilà, la Géorgie, ça a été vraiment une découverte incroyable. Un pays très moderne, la littérature, ils font de la littérature de genre complètement folle. Tout faisait envie en termes de littérature. Mais le problème, c'est que voilà, il n'y a pas de traducteur. Donc voilà. Et quant à vous, Yann, une dernière question aussi par rapport à la réception de l'ouvrage dans le Médoc. Justement, est-ce que vous avez touché un peu leur orgueil? Est-ce que c'est pour ça justement que les ventes sont meilleures ailleurs? C'est plutôt surprenant parce que pour le coup, on aurait pensé qu'il y ait un régionalisme ou en tout cas un acquiescement par rapport au fait qu'un écrivain enfin se lance à écrire sur le Médoc. Comment vous le jugez, ça? Alors, en fait, je pense qu'il faut remettre les choses un peu à leur place. Alors, à Bordeaux, la machine à lire, Mola, on fait un énorme travail autour du livre. Ils ont vendu quelques centaines quand même. La librairie de Corinne à Soulac, Lulu Berlu à Ourtin, les librairies de Mérignac.
Voilà, dans tout ça, il y a Andernos aussi, sur le bassin d'Arcachon, ça se vend pas mal. C'est juste qu'il y a vraiment une anomalie quelque part qui est la librairie L'Oiseau Moqueur à Soucy-en-Brie, où ils ont fait un travail proprement extraordinaire. On en parlait jeudi soir à la soirée, là où il y avait beaucoup d'amis de l'édition qui étaient là. Voilà, tous les éditeurs, ils n'en revenaient pas, quoi. Arrive à pas loin de 550 exemplaires. J'y étais hier là pour les rencontrer, pour faire une rencontre avec les clients de la librairie. En fait, c'est proprement exceptionnel. C'est-à-dire, après, dans le Médoc, c'est relativement normal et ça se vend bien. Et dans des tas de points de vente, en fait, alors, Sébastien qui suit tout ça, les relations libraires, me disait que pour le coup, justement, il avait découvert des points de vente dans lesquels la Gulot n'était pas présent jusque-là. Donc, il y a plutôt un accueil positif dans le Médoc. Et puis, les retours que j'en ai eus de gens que je connais, mais aussi de gens que je ne connais pas et qui sont médocains et que j'ai pu rencontrer, une rencontre à Soulac il y a quelques semaines, il a plutôt de reconnaître le Médoc qu'ils connaissaient là-dedans et d'en être assez heureux. Bien, tant mieux. Alors, si c'est unanimité nationale, tant mieux. Tant mieux. Personne n'a essayé de me tuer pour l'instant. Je suis revenu plusieurs fois. Très bien, très bien. Il est temps de vous remercier. Si personne n'a d'autres questions, bien sûr, il est temps de vous remercier tous les quatre d'avoir été présents. Merci infiniment pour cet éclairage sur cette maison qu'on aimerait voir encore plus présente, le plus présent possible. Merci à vous tous. Et peut-être à une prochaine fois, avec grand plaisir, Nadège, on en reparlera bien sûr. Et sinon, on se verra peut-être à Quai du Polar. Super, super, très bien. Mais merci à tous, c'était vraiment super, franchement. Et les questions étaient vachement intéressantes, pertinentes, et des questions qu'on n'entend pas, qu'on n'avait pas forcément entendues avant et tout. Donc, merci beaucoup. Mais merci à Anthony, merci à Yann, merci à tout le monde. Merci à et tous. Léa et Chloé et tous. Merci. Merci à tous. Et puis, merci. Et c'était sympa aussi de voir des gens que je connaissais par Instagram et de pouvoir mettre des visages dessus. C'est aussi intéressant et plaisant. Bravo pour le travail, hein, Anthony. Comment? Oui, bravo. Merci. Bravo, merci. Bravo pour le travail. Hein. Merci Nadège. À bientôt tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir.